Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voulais faire un petit tour sur le sentiment de marché et faire un petit tour d'horizon ensemble. Donc on va résumer la situation, j'ai trouvé ça sur internet, je trouvais ça plutôt sympa même si je trouve qu'il y a des choses qui manquent et on va justement le voir dans la suite de la vidéo, mais en gros dans les pro-hausse du marché, c'est que c'est toujours un marché haussier, point barre, hein. On a de la rotation de secteur, donc c'est ça où c'est intéressant, c'est les liquidités ne sortent pas du marché, en fait on a plutôt la rotation qui se met en place, on a toujours donc du souffle, hein, donc une certaine force, la saisonnalité qui est avec nous. Alors ça c'est assez intéressant parce que septembre-octobre normalement c'est supposé être des mois qui sont baissiers, qui font peur à tout le monde, et donc là où évidemment les gourous prennent les probabilités pour annoncer le crack. Le crack n'a pas eu lieu, on arrive maintenant sur les novembre-décembre où tout le monde va nous parler du rallye de Noël, du rallye de fin d'année, le mois de janvier où en décembre on a le window dressing, c'est-à-dire qu'on va virer les positions qui n'ont pas très bien marché pour pouvoir les imputer à nos plus-values. Et on va reprendre ces positions-là en janvier. Donc on a en règle générale un effet également en janvier, surtout sur des plus petites moyennes capitalisations. Donc voilà, ça ce sont les statistiques, c'est ce qui se passe en règle générale, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer cette année encore. Donc il faut prendre bien entendu tout cela avec des pincettes. Le TINA évidemment, c'est qu'il n'y a pas d'alternative, donc on a dit même avec la hausse des taux, même si cette hausse des taux est forte, vient à dépasser le 2% sur le 10 ans américain, on n'a pas de compétition entre l'obligataire et les actions actuellement. Au niveau de des actions, on continue à avoir des rendements qui sont supérieurs aujourd'hui à l'inflation, à 5, 6, 7%. Alors bien entendu, il faut être sélectif et il ne faut pas regarder le rendement que paye un indice, comme le Nasdaq par exemple, puisque c'est essentiellement des valeurs technologiques, donc elle paye moins de dividendes. Donc c'est ça aussi tout un tas de choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Ce que j'aime bien également, c'est que le consommateur est fort et continue de rester fort. On va le voir un petit peu plus loin également. Les profits également restent forts. Tout ça, on va commencer à le voir. Donc au niveau des moins, évidemment, alors il n'y a pas Evergrande ici, la Chine et compagnie, mais on peut éventuellement l'intégrer. Donc les valorisations sont élevées, ça dépend sur quoi. Le sentiment économique également est plutôt mitigé, puisque bien entendu il y a des pénuries, etc. Donc on se dit bien à un moment donné ou à un autre, il va y avoir de l'inflation, ou cette inflation va être répercutée aux consommateurs, aux futurs consommateurs, ou ça va commencer à rogner les marges des entreprises. Les semi-conducteurs, évidemment, le Covid est toujours là, il n'est pas mort, le cycle d'élection, etc. Le fiscal drag, qui est qu'en 6e position, mais je pense que c'est important quand même de le prendre en ligne de compte parce que c'est quelque chose qui va venir de toute façon, donc c'est la fiscalité, et notamment la fiscalité sur les plus-values, donc une augmentation de la fiscalité des entreprises, ça on y a déjà droit, etc. Bien qu'il y a les US et puis il y a la France, hein. C'est-à-dire que sous Macron, actuellement, on est plutôt dans la réduction de fiscalité. Donc, potentiellement, post-élection, il n'y aura pas trop le choix, il faudra revenir en arrière et augmenter la fiscalité, mais pour l'instant, c'est plutôt dans cette idée-là. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Et puis après, dans l'entre-deux, ils mettent l'inflation, les taux d'intérêt, la Fed, le chômage, la supply chain, etc. Bref, tout ce dont on a l'habitude de parler. Et puis, bon, comme j'avais dit, il manque un petit peu la Chine, Evergrande et compagnie. Donc ça, c'est un point, c'est un fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ce tableau, on avait déjà vu il y a, je sais pas, 6 mois, quelque chose comme ça. C'est bien de dire, regardez, en 1900, on avait un marché boursier qui était quand même éclaté avec la puissance surtout de l'Europe. Mais on va inclure le Royaume-Uni dans l'Europe, en tout cas dans l'Europe continentale, on va dire. Et en 2021, on se retrouve avec la moitié de la capitalisation mondiale du marché, donc qui est trustée par les États-Unis. Ça, c'est l'effet momentum. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est-à-dire c'est comme le biais du survivant, où on va vous expliquer évidemment, et on va prendre en exemple ce qui a marché, et on va essayer de décortiquer quelle a été la méthode pour des personnes ou qui a fait que ça a plus marché, etc. En nous mettant qu'il y a des personnes qui auront mis en place exactement la même méthode, à quelque chose près, mais qui n'ont absolument pas vu et pas eu les mêmes retombées. Donc on se retrouve très souvent avec une poignée de personnes qui gagnent énormément et qui ont raison, et donc on va essayer de se baser sur comment ils ont réussi et on va en faire des principes, sans se rendre compte qu'on a encore plus de gens qui ont adopté ces mêmes principes-là, mais qui eux se sont plantés. Donc en ne prenant pas en compte évidemment
le timing, en ne prenant pas en compte l'horizon de temps et ce genre de choses-là. Donc là, évidemment, quand on prend les 10 dernières années, on se dit pourquoi un investisseur irait investir ailleurs qu'aux États-Unis ou ailleurs que dans la technologie? Puisque si on prend les 10 dernières années, c'est ce qui a été le plus performant et c'est ce qui a complètement marché. Et donc on a un biais de survivance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moindre liquidité, les moindres liquidités qu'on a, eh ben, on va continuer de les investir sur ce qui a marché ces dernières années. Donc on va continuer d'augmenter les pondérations sur les valeurs américaines, on va continuer d'augmenter les pondérations sur les valeurs technologiques. Et donc tout ça, en fait, ça fait évidemment une prophétie autoréalisatrice. Sauf que la problématique, c'est qu'on commence à concentrer de plus en plus les positions, concentrer de plus en plus dans les zones géographiques, on le voit avec les US. Et la problématique, évidemment, c'est la taille de la porte de sortie de secours de la salle de concert qu'on n'a pas agrandie. On a agrandi la salle de concert, mais on n'a pas agrandi les portes de sortie de secours. Donc la probabilité, c'est que ça, au bout d'un moment, cet effet momentum, lorsque les chaises musicales voilà, commencent à être enlevées les unes après les autres, on va se retrouver à un moment donné où on va avoir le gros du marché qui voudra sortir, et la problématique, c'est les trackers aussi, qui eux vont être bêtes et méchants, et ils vont sortir toutes les positions de la même manière qu'elles sont équipondérées. Alors, elles ne sont pas équipondérées, qu'elles sont pondérées dans l'indice, ils vont les sortir sans discernement. Donc c'est ça aussi où il faut prendre en compte, c'est que ces hausses exponentielles que l'on a en mode biais du survivant, etc., c'est ce qui nous impactera plus tard dans le futur avec de la volatilité du marché. Et c'est ce qui nous impacte à nous dire il faut prendre le recul nécessaire aujourd'hui et se dire que les années à venir, très certainement, la performance ne sera pas à trouver dans le marché dans son ensemble. On pourra battre le marché très certainement en étant beaucoup plus sélectif et en allant chercher les secteurs d'activité et en allant chercher les zones géographiques qui ne sont pas nécessairement les États-Unis. Pour l'instant, le biais momentum évidemment fonctionne à plein, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir garder en tête et ça sera très important. Un point pour moi donc qui est important également, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui les US par exemple peuvent être vus comme survalorisés, encore une fois ça dépend des secteurs d'activité, mais du coup par rapport, comme ils ont trusté la majorité des fonds, etc., on a un paquet d'autres indices qui eux n'ont pas, d'autres zones géographiques qui eux n'ont pas profité pleinement de ces éléments-là. Bon, là, ce graphique-là, par exemple, c'est pour le Royaume-Uni. Donc, si on fait des comparaisons aujourd'hui, on se rend compte que même si vous regardez l'indice CAC 40 et que vous vous dites c'est quand même pas donné, c'est au prix, on va dire, c'est au prix avec on paye le PER à 17, 18 sur le marché européen. Alors les pays d'Europe de l'Est et du Sud se payent un petit peu moins cher, mais en fait aussi ce qu'il faut, c'est regarder ce que vous avez à l'intérieur des indices, parce qu'il y a des indices qui sont plus tournés technologiques, donc ils se payent plus cher forcément, et il y a des indices qui sont plus tournés valeur industrielle, valeur value, donc ça se paye moins cher également au niveau des profits. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, quand on a un indice CAC 40 qui est surpondéré à plus de 15% en valeur du luxe par exemple, bon, ben, vous savez qu'une grosse partie aujourd'hui des PER 17-18 que vous avez en moyenne sur le CAC 40, c'est parce que vous avez des PER à 35-40 sur le secteur du luxe. Par contre, ça veut dire que vous avez également beaucoup plus de valeurs qui sont sous-pondérées dans l'indice CAC 40, qui elles sont des PER de 9, 10, 11. Donc ça, voilà, c'est plus intéressant. Et dans une rotation de secteur, éventuellement, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est la même chose sur le Royaume-Uni. Vous avez eu le Brexit, etc., qui a fait que aujourd'hui, si vous décortiquez un petit peu les indices et que vous ne regardez pas juste les indices mais les secteurs, on a aujourd'hui des secteurs qui sont encore relativement peu valorisés. Donc dans un monde où on reste blindé de liquidité, dans un monde où on reste dans le TINA, il n'y a pas de solution, il y a quand même aujourd'hui la solution, c'est faire de la rotation. Et ça, évidemment, c'est pas nouveau. On en avait parlé déjà en hypothèse de travail depuis une année. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir au niveau du business, c'est de dire que même si on est post-Covid, on voit qu'on a toujours, alors ça c'est les stats américaines, mais on voit qu'on a toujours énormément de nouvelles entrées de business aussi, donc de plus en plus de business. Au niveau du consommateur, ben, ça continue de consommer. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'on a beau être sur ces niveaux de consommation, regardez, ça c'est aux États-Unis, en Europe et surtout en France, c'est encore plus important, pas par le montant, mais par le pourcentage d'épargne. C'est que les gens, certes, il y a eu cet effet soulagement, cet effet réouverture et cet effet, donc, on dépense ce qu'on avait mis de côté pendant le Covid, mais en fait,
Pas tellement, c'est pas non plus énorme. Alors c'est énorme de par les chiffres, comme on a vu sur le graphique précédent, mais par rapport à ce qu'il reste potentiellement en montagne de cash, on voit que les gens sont quand même très prudents et conservent un niveau d'épargne important, surtout aux États-Unis où la mentalité c'est quasiment, on a des niveaux d'épargne qui sont à 2-3%. En France, très souvent, on oscille plutôt dans les 8-10%, c'est plus une mentalité. Là, vous regardez, on est quand même sur des niveaux très importants et ça n'a pas baissé. C'est ça qui pour moi est le plus important, c'est dans ce phénomène de réouverture, ça a même augmenté. Donc on a quand même ce sentiment de richesse, on a ce sentiment qu'aujourd'hui, il y a énormément de cash. Et pour autant, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a eu donc des flux qui sont arrivés sur les actions, pas que vous l'avez sur les cryptos, et comme les cryptos c'est un tout petit marché, et ben forcément on a démultiplié l'impact d'un maigre flux, c'est démultiplié évidemment par rapport au fait que vous avez un marché qui était étriqué. Sur des marchés comme l'obligataire et comme les actions, on a vu également quand même l'impact. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça reste quand même soutenu, même si c'est un petit peu en baisse, on continue d'avoir des flux entrants, mais ce qu'on voit c'est que c'est beaucoup plus sélectif, mais on continue d'avoir des flux entrants. Et ce que l'on a vu, c'est qu'on continue d'avoir quand même les poches assez pleines, donc potentiellement, il y a encore une partie de cet argent-là, une fois que les gens qu'on aura un petit peu résorbé les pénuries, qu'on rééquilibrera un petit peu l'offre et la demande, et que les gens auront un petit peu plus de visibilité, et les entreprises aussi, sur la suite, une fois qu'on a terminé la sinusoïdale, c'est-à-dire une fois qu'on a eu le déficit, justement le pic des prix est transitoire, pas temporaire, mais transitoire, entre justement, vous avez votre déficit entre une offre qui essaye de remonter la pente et une demande qui est repartie en pic. Et donc petit à petit, on a la demande qui va rebaisser puisqu'on va chercher des alternatives à acheter des produits qu'on n'arrive pas à obtenir. Éventuellement, on va repousser certains achats, voire on va les annuler. Et donc petit à petit, également, ça permet à l'offre et à la demande de se retrouver quelque part au milieu. Donc une fois qu'on aura eu ce choc de pénurie, de déficit avec l'offre qui rame pour pouvoir remonter au niveau de la demande, ce qui sera intéressant justement, c'est de voir que cette demande-là, elle va continuer de baisser. Alors on va rester dans de la demande assez forte, on reste dans la croissance. C'est pour ça que pour moi, pour l'instant, on ne parle pas encore de stagflation, on ne parle pas encore des années 70, c'est-à-dire avec une crise économique et de l'inflation. Aujourd'hui, on est plus dans les années 50 où on est dans de la réouverture. Certes, il y a des pénuries, des trucs, des machins, il y a de l'inflation, oui, mais ça reste quelque chose de transitoire. Les taux remontent, oui, mais c'est pas non plus drastique. De toute manière, on sent bien qu'au niveau des banques centrales, etc., oui, il faut faire un petit peu remonter les taux, mais pas non plus énormément, parce que sinon on asphyxie toute l'économie qui est basée essentiellement sur de la dette. Aujourd'hui, les entreprises comme les États, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que si le consommateur a encore beaucoup de liquidités, on le voit qu'il peut donc y avoir encore des flux, et au niveau des entreprises aussi, on a beaucoup de liquidités. Et ces liquidités-là, on en avait parlé dans un précédent post, c'est des choses que je partage, ces sentiments de marché. Alors je ne fais pas toujours une vidéo sur tout, etc., mais c'est des choses que je partage au sein de l'académie, des graphes notamment. Et donc l'idée est la même aujourd'hui, c'est que quand vous êtes une entreprise, vous avez manqué de visibilité, donc vous avez mis de l'argent de côté, vous avez fait attention, et aujourd'hui vous reprenez de la visibilité éventuelle, donc petit à petit, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je fais de cette montagne d'argent que j'ai conservée? Donc il y a différents choix. Soit évidemment je vais le réinvestir dans mon business, si je suis capable d'aller chercher un retour sur investissement qui est important, mais il y a fort à parier que je ne vais pas avoir des projets aujourd'hui à une visibilité super, avec des taux de rendement super, etc. Donc je vais en investir une partie, mais pas totalement. Donc du coup, il va me rester cette montagne de cash. Éventuellement, je sais que dans les années à venir, je vais avoir le fisc avec la politique fiscale qui va certainement venir essayer de me raser. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de redistribuer une part plus importante à mes actionnaires, donc sous forme de dividendes, et je vais aussi racheter mes propres actions. Si je ne sais pas faire autre chose de mieux avec mon cash actuel, je vais racheter mes propres actions. Et donc c'est ça aussi où il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, un gros vecteur de tenue et de socle des marchés,
c'est ces montagnes de cash qui sont là, dans les poches du consommateur, mais aussi des entreprises. Et donc le fait que tout est une relation d'offre et demande, c'est qu'on reste encore avec une demande forte d'action, donc avec des flux entrants, et surtout, on continue de réduire l'offre, c'est-à-dire de réduire le nombre de sociétés disponibles, le nombre de titres disponibles, le nombre de capitalisations disponibles. Pourquoi? Parce qu'on a des OPA, on a des fusions, des acquisitions, des sorties de la cote également, on le voit, on en profite, les taux sont bas, donc il y a des opportunités qui sont lancées comme ça pour sortir un certain nombre de titres des actions, et puis donc il y a ces rachats d'actions également qui sont là pour vous réduire le nombre de titres disponibles. Donc, vous voyez, c'est ça aussi, c'est l'importance des flux. Et donc, du coup, il y a cet aspect très important également donc, pour 2022, ça sera tout l'enjeu. C'est donc de se dire que, voilà, on a eu une crise de la demande est passée quasiment à zéro, et donc on avait ce surplus d'offres. Puis, donc, pour pouvoir survivre, on a baissé l'offre de produits, etc. On réouvre à ce moment-là, tout d'un coup, la demande remonte en pic, et donc l'offre, elle rame pour remonter. Donc, la variable d'ajustement, ce sont les prix. On le voit notamment sur toutes les matières premières, etc. Puis, petit à petit, l'offre remonte la pente, mais au niveau de la demande, eh ben, comme l'offre n'est pas capable de répondre, ben, soit c'est des achats qui partent en alternative, soit c'est des achats qui sont repoussés, soit c'est des achats qui sont tout bonnement annulés et qu'on ne fera pas. Hein. Je veux dire, vous allez pas boire 2 bouteilles de coca juste parce que la semaine dernière, vous n'avez pas pu en boire une. Donc, et puis, il y a des achats que vous allez doubler. Sans oublier que, évidemment, on rentre dans la prophétie autorisatrice parce qu'on sait qu'il y a des pénuries, on essaye d'anticiper, donc on essaye de faire du stock, donc on essaye d'augmenter les commandes maintenant. Et ça renforce la pénurie à court terme. Mais petit à petit, l'offre, évidemment, essaye de répondre à la demande, et c'est là, à un moment donné, on va se retrouver entre les deux, entre une demande qui baisse légèrement et l'offre qui tente de rattraper son retard très rapidement. Et là, on aura le contre-coup plus tard, alors on ne sait pas, dans 6 mois, dans 1 an, mais on aura le contre-coup plus tard, on va se retrouver avec des croissances moindres, et à ce moment-là, un surplus d'offres. Et donc là aussi, vous aurez l'ajustement par les prix, le temps que petit à petit, tout ça arrive à se rééquilibrer. Et donc voilà, ça c'est la sinusoïdale que je vous avais montré déjà aussi sur une bonne année pour bien comprendre le pic d'inflation, bien comprendre la désinflation, pas la déflation mais la désinflation, c'est les prix continuent de monter mais de manière moins rapide, et puis ensuite comprendre également le côté linéaire, où on reprend derrière une courbe plus linéaire et plus exponentielle. Et donc ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui sur les entreprises, c'est qu'elles ont été capables aujourd'hui de compenser la hausse des matières premières, la hausse de leur prix de production, grâce à la hausse de leur chiffre d'affaires, grâce justement au fait qu'elles continuent de vendre plus. Demain, on le voit sur ce graphique ici, certes, la croissance des profits continuera, sera attendue encore en hausse, même par rapport à 2021, etc. Alors il faudra éviter de prendre 2020 pour comparer, il faut prendre 2018, 2019, si vous voulez vraiment comparer où on est une entreprise dans sa croissance par rapport aux autres, sinon tout le monde fait plus 50, plus 100% évidemment par rapport à 2020. Si on veut vraiment comparer, on regarde à partir de 2018-2019 pour savoir si on est revenu au même niveau. Mais ce qui va vraiment importer, vous le voyez, c'est que dans un monde où il y aura toujours une croissance des profits, mais cette croissance de profits va commencer à s'éroder, est-ce que les entreprises seront capables de conserver leur niveau de profit? La réalité, c'est que lorsque les chiffres d'affaires vont commencer un petit peu à se résorber et à s'estomper, certes on restera dans un monde en croissance, avec la demande, avec l'adaptation de toutes ces choses-là, mais ça veut dire qu'en fait, on commencera à rogner sur les marges. Parce que tant que vous avez les chiffres d'affaires qui augmentent de manière exponentielle, eh ben, on ne voit pas trop la différence dans les profits. On est capable d'absorber une certaine hausse justement des coûts. À partir du moment où vos chiffres d'affaires vont commencer un petit peu à piquer et à se réduire, même légèrement, eh ben, ces coûts vont, pour certains, sont très incompressibles, et c'est là où on va commencer à rogner sur les marges. Et donc c'est là où, à partir de ce moment-là, même avec des petites baisses de chiffre d'affaires, on peut avoir des plus gros impacts
sur les profits des entreprises. Et ça, évidemment, les profits des entreprises, il y a deux choses qui sont importantes sur les marchés, comme je vous l'ai dit. C'est une histoire de flux, déjà, en premier lieu, puis ensuite, c'est une histoire de profit. Voilà pour cette vidéo et pour ce sentiment de marché qui, j'espère, vous aura peut-être un petit peu plus éclairé. En tout cas, c'est ce que je regarde, c'est ce qui me paraît important dans les semaines et dans les mois à venir pour pouvoir éviter de se faire balader par le marché. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre des pouces en l'air, la partager également avec d'autres personnes que ça pourra intéresser, vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres, et me dire ce que vous en pensez et ce que vous regardez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine. Salut!